Plongeons dans le lore. Le groupe de héros a réussi à sceller le Seigneur Démon. Bien que cela marque un triomphe monumental, le danger n'est pas entièrement écarté. À moins qu'ils ne parviennent à le vaincre complètement, le monde restera sous la menace d'une annihilation. Le groupe est accablé par la culpabilité de ne pas avoir terminé leur mission, mais leur chef les rassure que tout espoir n'est pas perdu. Ils croient fermement qu'un jour dans le futur, un nouveau héros se lèvera pour continuer leur héritage et enfin mettre un terme au Seigneur Démon pour de bon. Quelques années plus tard, le groupe de rang A Thunder Pike est en plein raid de donjons publics. Pendant que les deux combattants attaquent, les utilisateurs de magie commencent à lancer leurs sorts, et grâce aux améliorations du soutien du groupe, Uka, ils parviennent à abattre une hydre en un temps record. Et individuellement, les membres de Thunder Pike sont déjà très forts, mais quand ils travaillent ensemble, ils sont presque imbattables, ce qui est en partie la raison pour laquelle ils ont tant de fans. Cependant, bien qu'ils puissent sembler être l'équipe parfaite en surface, il s'avère qu'ils ne s'entendent pas aussi bien qu'on pourrait le penser. En fait, une fois le stream terminé, le mage rouge, Uka, informe l'équipe qu'il quitte Thunder Pike avec effet immédiat. Le chef de l'équipe, Simon, demande pourquoi il choisit de partir, et Uka explique qu'il ne reçoit pas une part équitable de leur récompense. Le montant qu'il a reçu aujourd'hui est si faible qu'il pourrait devoir envisager de contracter des prêts sur salaire, une situation qu'il est déterminé à éviter. Simon essaie de justifier le faible salaire d'Uka en affirmant qu'Uka ne contribue pas suffisamment au groupe, et Barry intervient pour souligner qu'Uka ne participe jamais réellement à des combats. Tout ce qu'il fait, c'est user la durabilité de leurs objets avec ses enchantements inutiles. Uka n'arrive pas à croire que Barry qualifierait ses enchantements d'inutiles, mais Barry n'est pas le seul à le penser. La seule personne qui pense vraiment qu'Uka est utile, c'est Jamie, mais c'est juste parce qu'il est bon pour organiser leur stream. Camilla dit à Uka que s'il veut gagner plus, il doit contribuer plus activement en tant que membre de l'équipe. Cependant, Uka n'est pas d'accord, affirmant qu'elle n'a pas le droit de dire cela puisqu'elle est guérisseuse et qu'il la protège constamment pendant les batailles. Il croit que le manque de reconnaissance pour ses efforts est précisément la raison pour laquelle il a décidé de quitter le groupe. Mais Simon se demande si Uka est vraiment sûr de pouvoir se débrouiller seul après son départ. Simon lui rappelle que la seule raison pour laquelle Uka a même un rang B est qu'ils sont amis d'enfance et que Simon lui a rendu service en lui permettant de rejoindre Thunder Pike. Il souligne également que même si Uka part, l'équipe s'en sortira très bien sans lui. Puisqu'il ne pense clairement pas qu'Uka mérite d'être bien payé, Uka ne va certainement pas rester. Uka a gaspillé les 5 dernières années de sa vie à soutenir ce groupe, et il ne serait jamais allé aussi loin sans son aide. Mais les autres pensent toujours qu'il est inutile, donc il ne leur manquera pas du tout. Maintenant qu'Uka a officiellement quitté Thunder Pike, il se dirige vers la réceptionniste de la guilde pour se renseigner sur les travaux disponibles. Elle est surprise de voir un aventurier bien connu comme lui chercher un emploi et demande s'il s'est passé quelque chose avec Thunder Pike. Uka explique qu'il a quitté l'équipe. La réceptionniste ne semble pas particulièrement choquée, car des situations comme celle-ci sont assez courantes, et elle tend à Uka un formulaire à remplir pour qu'elle puisse l'assigner à une nouvelle équipe. Une fois qu'il a terminé de remplir le formulaire, il le remet à la réceptionniste. Mais à ce moment-là, une fille vient en courant vers lui pour lui faire un gros câlin. La fille s'appelle Marina et elle était l'une des élèves d'Uka lorsqu'il enseignait des cours préliminaires pour aventuriers il y a 6 mois. Uka est content qu'elle aille bien. Elle est curieuse de savoir pourquoi Uka est ici, alors elle lui demande. Et il lui dit qu'il cherche actuellement un nouveau groupe puisqu'il a récemment quitté Thunder Pike. Marina ne laisse même pas Uka finir sa phrase parce que s'il cherche un nouveau groupe, elle adorerait absolument que son professeur bien-aimé rejoigne le sien. Uka accepte son offre et quelques minutes plus tard, il est assis avec Marina et le reste de son groupe pour discuter de la possibilité qu'il les rejoigne. Silk est ravie à l'idée qu'Uka rejoigne leur groupe, mais elle est surprise qu'un aventurier aussi expérimenté veuille rejoindre une équipe de rang D comme la leur. Uka est actuellement de rang B, donc il pourrait probablement intégrer une bien meilleure équipe, mais cela ne le dérange pas d'être dans une équipe de rang D, et pour être honnête, il préfère en fait que ce soit ainsi. Quand il était dans Thunder Pike, il prenait toujours des missions de haut niveau, donc Uka devait acheter une tonne d'objets magiques pour se préparer, ce qui les laissait constamment endettés. C'est pourquoi il veut se détendre un moment et se contenter de quelques quêtes de bas niveau à la place. Avec Marina, Silk et Rain, qui sont tous d'accord avec l'idée, Uka devient officiellement membre de leur groupe. Leur première mission ensemble est de rassembler du minerai de fer magique dans le donjon de la mine de Pental. Cela fait longtemps qu'Uka n'a pas ressenti ce genre d'excitation pour une mission, et cela lui rappelle de nombreux souvenirs nostalgiques de ses débuts en tant qu'aventurier.
Yuka se souvient que ce donjon contient beaucoup de minerais magiques au 6e étage, et Silk lui dit qu'il a raison, mais ils espéraient éviter de combattre le boss du 5e étage. Alors Yuka suggère de commencer au 4e étage à la place. En entrant dans le donjon, Marina prend la tête et utilise un bâton pour vérifier s'il y a des pièges qui auraient pu être installés. Yuka est si fière parce qu'elle le fait exactement comme il lui a appris. Pour l'instant, Yuka demande à Marina de le laisser prendre la tête, expliquant qu'il a une méthode plus efficace pour gérer la situation. Marina est confuse car leur groupe n'a ni éclaireur ni voleur pour détecter les pièges. Bien que ce soit vrai, Yuka révèle qu'il possède un objet magique qui peut aider dans ce scénario. C'est une lampe de détection qui, grâce à un type d'huile spéciale, illumine les pièges, permettant de les repérer aussi efficacement qu'un éclaireur. La lampe est vraiment utile, mais Silk demande si c'est bien qu'Yuka l'utilise, car l'huile spéciale semble vraiment chère. Et oui, normalement elle l'est, mais Yuka a fabriqué cette huile avec son alchimie, donc ça ne lui a pas coûté cher. Aïe. Le groupe continue de marcher dans le couloir en évitant soigneusement tous les pièges jusqu'à ce que Yuka arrête tout le monde parce qu'il peut sentir quelque chose devant. Il avertit les autres, leur conseillant de se préparer pour un combat. Ensemble, ils se précipitent et se retrouvent face à face avec un groupe de Boggle. Silk décide de prendre l'initiative et tire le premier coup pour abattre un des Boggle, tandis que Marina se précipite pour marteler le reste. Pendant qu'elle fait cela, Yuka lance des enchantements physiques superposés sur elle pour qu'elle puisse mieux se battre. Et en même temps, il lance un affaiblissement sur les Boggle pour les faire trébucher. Pendant que les Boggle sont désorientés, Marina passe à l'attaque et, d'un seul mouvement fluide, elle parvient à les couper tous les deux en deux, ce qui la surprend elle-même. Elle se retourne pour demander à Yuka si cette sensation qu'elle vient de ressentir était due à sa magie. Yuka confirme qu'il avait lancé 3 types d'enchantements sur Marina pour l'aider dans son combat. Ren est étonné que Yuka ait réussi à lancer 3 enchantements simultanément et sans même utiliser une incantation. Cependant, Yuka ne pense pas que ce soit quelque chose de spécial et leur dit simplement qu'ils devraient continuer à avancer. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la mine, ils demandent aux filles quelle est leur routine habituelle pour l'exploration de donjons. Marina, rayonnante de fierté, explique qu'elles font toujours une pause après chaque étage et inspectent leur équipement comme il leur avait appris. En entendant cela, Yuka suggère qu'ils se reposent un moment avant de continuer. Après leur pause, Marina et les autres vérifient tout leur équipement pour détecter des dommages et tout semble en bon état de marche. Ils sont donc prêts à continuer leur mission et descendent à l'étage suivant. Au 2e étage du donjon, le groupe est soudainement pris en embuscade par un groupe de mineurs morts-vivants et le seul moyen de s'en débarrasser est que Ren utilise la magie sacrée. Tout le monde doit la protéger pendant qu'elle utilise son chant. Marina et Silk prévoient de s'occuper de la défense, mais Yuka leur dit qu'il s'en charge. Il lance une bénédiction de lumière sur eux tous, et bien que cela ne tue pas les mineurs morts-vivants, cela les empêche de s'approcher, donc c'est une bonne mesure défensive. Finalement, Rain termine le sort de lumière sacrée, l'utilisant pour éradiquer les morts-vivants. Une fois en sécurité, Marina commence à féliciter Rain pour son excellent travail. Yuka la félicite également, soulignant que très peu de personnes peuvent manier la magie de la lumière à l'échelle qu'elle vient de démontrer. Cependant, lancer un sort aussi puissant a probablement consommé une quantité significative de son mana, alors Yuka lance rafraîchir le mana pour l'aider à récupérer. Ren est étonné que Yuka puisse utiliser rafraîchir le mana, une compétence rare qui restaure complètement le mana de celui sur qui elle est lancée. Elle remarque que posséder une telle compétence rendrait Yuka incroyablement précieuse pour n'importe quel groupe. Mais Yuka minimise sa réaction, expliquant qu'il a seulement appris Refresh Mana pour compenser le fait d'avoir un métier obscur comme mage rouge, bien que le maîtriser ait été exceptionnellement difficile pour lui. Ensuite, le groupe continue de marcher sur le chemin et, en avançant, Yuka commence à verser un liquide sur le sol. Silk lui demande ce qu'il fait, alors Yuka explique qu'il verse de l'eau bénite sur leurs empreintes pour empêcher les monstres morts-vivants de les suivre. Silk est inquiète et demande si c'est vraiment d'accord pour lui de gaspiller son eau bénite comme ça car elle est vraiment chère. Mais Yuka lui dit que c'est bon puisqu'il l'a encore une fois fabriquée lui-même. Le groupe est choqué que Yuka puisse fabriquer de l'eau bénite même s'il n'est pas prêtre, mais il a une méthode spéciale pour cela. En purifiant les cendres laissées par les morts vivants lorsqu'ils sont vaincus, Yuka est capable de les transformer en eau bénite et les cendres qu'il a obtenues des mineurs morts vivants seront plus que suffisantes pour compenser la quantité d'eau bénite qu'il utilise. Au moment où ils atteignent le 3e étage, Yuka suggère de faire une autre pause puisqu'ils commenceront le processus d'extraction à partir de ce point. Remarquant qu'il s'est écoulé un certain temps depuis leur dernier repas, il sort des ustensiles de cuisine de son sac magique et annonce qu'il va leur préparer un repas.
Bien que les sacs magiques ne soient pas particulièrement rares, c'est la première fois que Ren en voit un en personne, et elle est visiblement excitée. Yuka place des saucisses et des œufs dans une poêle, et pendant qu'il cuise, il sort un pot spécial du sac. Les filles regardent alors qu'il tape sur le côté du pot et il se remplit instantanément. Yuka explique que le pot est un artefact rare qu'il a trouvé dans les ruines d'un palais royal. Il se remplit essentiellement d'une soupe aléatoire à chaque utilisation, donc c'est vraiment pratique à avoir. Les filles sont vraiment reconnaissantes envers Yuka, car c'est la première fois qu'elles ont un si bon repas en pleine mission dans un donjon. Mais quand Silk regarde de plus près la nourriture, elle réalise qu'elle dégage de la mana. Elle demande à Yuka ce sujet, mais il lui dit qu'il n'y a rien de spécial dans la nourriture puisqu'il l'a simplement préparée avec beaucoup d'amour. Ses compétences en alchimie ont peut-être accidentellement enchanté la nourriture. Cependant, cela ne devrait pas poser de problème. Le groupe atteint enfin le 4e étage du donjon où ils sont confrontés à un lézard de roche. Alors que le monstre charge vers eux, Yuka lance un sort de ralentissement le faisant presque geler sur place. Saisissant l'opportunité, Marina se précipite pour attaquer, une action qu'elle n'essaierait normalement pas. Cependant, avec les enchantements de Yuka renforçant sa force et son endurance, elle décide d'utiliser sa capacité de lame magique. D'un seul coup décisif, elle tranche la tête du lézard de roche. Une fois le combat terminé, Marina est totalement épuisée, car la lame magique utilise beaucoup de son mana, mais Yuka l'encourage à l'utiliser autant que possible, car son corps finira par s'y habituer. Mais pour l'instant, il lance rafraîchissement de mana pour l'aider à récupérer. Quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de minerais magiques ici, alors Yuka commence à miner avec les filles. Après un petit moment, ils parviennent à rassembler une tonne de minerais magiques. Yuka demande s'ils en ont collecté assez pour répondre aux exigences de leur quête, mais Silk répond qu'ils en ont encore besoin d'un peu plus. Malheureusement, il n'y a plus de minerais magiques à cet étage, ne leur laissant qu'une seule option, vaincre le boss du 5e étage et descendre au 6e étage pour rassembler les minerais restants. Les filles sont inquiètes à propos de ce plan car le boss du 5e étage est le crabe d'acier et elles ne sont pas sûres de pouvoir survivre face à un ennemi aussi redoutable. Cependant, Yuka les rassure en leur promettant de s'occuper du boss lui-même du mieux qu'il peut. Un peu plus tard, ils arrivent à la salle du boss, mais avant d'entrer, Yuka sort un artefact caméra. Ren reconnaît l'artefact et demande si Yuka prévoit de diffuser son combat en direct, mais il allait en fait simplement l'enregistrer. Il enregistre toujours ses combats pour pouvoir étudier ses erreurs plus tard. S'il va enregistrer de toute façon, Marina lui demande d'en faire un live stream car elle pense que ce sera très amusant. Yuka accepte de diffuser son combat en direct, mais en le configurant, il se rend compte qu'il ne connaît pas le nom de leur groupe. Il demande aux autres et Silk admet qu'ils n'ont pas encore trouvé de nom pour le groupe. En fait, ils ne sont même pas officiellement enregistrés. En entendant cela, Yuka demande s'ils ont des idées pour un nom d'équipe. Marina réfléchit un instant avant de proposer le nom trèfle, spécifiquement un trèfle à 4 feuilles pour symboliser leurs 4 membres. Tout le monde adore l'idée et à partir de ce moment-là, ils décident de se faire connaître sous le nom de trèfle. Juste à ce moment-là, Yuka réalise que ce sera le premier livestream de son groupe et il se sentirait mal s'il était le seul sous les projecteurs. Alors il demande aux autres s'ils veulent l'aider à combattre le boss, mais ils lui disent tous que c'est bien qu'il le gère en solo. Dans ce cas, Yuka ne va pas se retenir. Il lance les sorts de renforcement, grande ombre clignotante et bouclier du protecteur sur lui-même, puis entre dans la salle du boss. Le crabe d'acier se réveille et se jette immédiatement sur Yuka, mais il utilise ses sorts de vitesse pour esquiver rapidement l'attaque. Une fois hors de portée, il commence à bombarder le crabe avec une série de sorts de débuff. Après l'avoir suffisamment affaibli, Yuka lance un sort de gravité, écrasant le crabe d'acier contre le sol et le broyant. Avec cela, le boss est vaincu, et cela ne lui a même pas pris une minute entière. Yuka se sent très satisfait de sa performance. Il termine ensuite le stream, et Marina court pour le serrer dans ses bras pour être si incroyable, mais elle le serre un peu trop fort. Les autres lui demandent de le lâcher avant qu'Yuka ne finisse en fauteuil roulant. Après s'être assuré que son deux va bien, Yuka dit à tout le monde qu'il devrait ramener le corps du crabe d'acier à la guilde pour pouvoir vendre les pièces. Il range le tout dans son sac magique, ce qui est d'une grande aide puisqu'il n'aurait jamais pu le transporter seul.
Jusqu'à présent, Uka s'est révélé être un atout inestimable pour leur groupe, mais Silk trouve qu'il est injuste qu'ils dépendent autant de lui. En réponse, Uka suggère que lors de leur prochain combat contre un boss, tout le monde devrait participer pour acquérir de l'expérience. Les filles aiment l'idée, mais pour l'instant, elles doivent encore ouvrir le coffre au trésor qu'elles ont gagné en battant le boss de l'étage. Lorsqu'ils ouvrent le coffre, ils découvrent une grande réserve de minerais magiques, ce qui signifie qu'ils n'auront finalement plus besoin de faire de l'extraction minière. Les streams de donjons sont incroyablement populaires dans le monde entier, servant d'excellentes plateformes de publicité. Les grandes entreprises proposent fréquemment des contrats de sponsoring aux streamers connus, et en ce moment, la renommée d'Uka atteint de nouveaux sommets. La vidéo montrant sa victoire sur le crabe d'acier en utilisant uniquement des sorts d'effets de statut est devenue virale, attirant une attention massive. Alors qu'Uka et ses compagnons rentrent chez eux en calèche, il prend un moment pour leur demander leurs impressions sur leur première mission ensemble. Les filles sont ravies, elles ont absolument adoré l'expérience. Elles ont acquis toutes sortes de compétences et d'aperçus incroyables grâce à Uka, faisant de cette mission leur plus enrichissante à ce jour. En fait, ils envisagent sérieusement de nommer Uka comme le chef officiel de leur groupe, avec son expérience étendue et la confiance inébranlable qu'il lui accorde en tant que mentor. Cela semble être une décision naturelle pour le groupe. Uka hésite à assumer ce rôle, car il n'a jamais eu l'intention de diriger le groupe de Marina. Cependant, puisque tout le monde insiste pour qu'il prenne les rênes, il accepte finalement principalement pour assurer leur sécurité lors des futures batailles. Alors que le groupe d'Uka est occupé à célébrer leur première victoire, les choses se dégradent rapidement pour Thunder Pike. Simon, essayant de combler le vide laissé par le départ d'Uka, a engagé une nouvelle recrue. Malheureusement, il semble que Simon n'ait toujours pas compris à quel point Uka a contribué à l'équipe. Le nouveau a conduit le groupe directement en territoire de loup en supposant que tout se passerait bien. Normalement, Uka aurait déjà lancé un sort d'affaiblissement sur les loups pour équilibrer les forces, mais le remplaçant n'a pas cette capacité, laissant les loups bien trop puissants pour que le groupe puisse les gérer. Jomi finit par se faire mordre. Simon voit Jomi en danger et se précipite immédiatement à son secours, réussissant à décapiter le loup. Bien que Jomi soit techniquement hors de danger immédiat, son ventre est criblé de blessures et sans traitement, elle ne survivra pas longtemps. Désespéré, Simon se tourne vers Camilla et lui demande de lancer un sort de guérison, mais elle explique qu'elle est complètement à court de mana, ce qui la rend incapable d'aider. Après tout, ce n'est pas comme s'ils avaient un guide capable de lancer un sort de restauration de mana. Le groupe se retire dans un endroit plus sûr et Simon fait de son mieux pour administrer les premiers soins, essayant de garder Jomi en vie en attendant que la mana de Camilla se régénère. Espérant une autre solution, il demande si quelqu'un a une potion de guérison. Cork, la nouvelle recrue, en a une, mais il hésite à la donner. Simon avait clairement indiqué que chacun était responsable d'acheter son propre équipement, donc Cork n'est pas particulièrement enclin à partager ses provisions. Simon lui dit que ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour l'argent alors qu'un de ses coéquipiers est sur le point de mourir. Alors Cork remet à contre-cœur la potion de guérison et Simon la donne à Jomi. Thunder Pike a vraiment été sur une pente descendante ces derniers temps, mais d'un autre côté, tout a bien fonctionné pour Uka. Lui et les filles sont assis au bar pour célébrer, et bien que la récompense pour leur quête n'ait pas été très élevée, le corps du crabe d'acier était en bon état, donc la guilde en a payé un bon prix. En parlant d'argent, Uka demande à Marina et aux autres quel système ils utilisent pour répartir les gains du groupe. Ils expliquent à Uka que Silk est celui qui gère tout l'argent du groupe, chaque membre recevant une allocation fixe. Uka est un peu surpris car il est rare qu'un groupe entier confie ses finances à une seule personne, mais le groupe a une raison claire pour cet arrangement. Ils ont tous économisé assidûment pour acheter une maison ensemble, car louer constamment des chambres à l'auberge devient gênant à long terme. Comprenant leur objectif, Uka les assure qu'il est d'accord pour continuer le système d'allocation. Silk, un peu déconcerté, demande s'il est vraiment d'accord pour qu'elle gère toutes les finances, pensant qu'un aventurier comme lui pourrait préférer gérer son propre argent. Cependant, Uka la rassure en lui disant qu'il lui fait entièrement confiance, donc il n'y a pas besoin de changer un système qui fonctionne déjà pour eux. Alors qu'Uka et les autres s'amusent et s'entendent bien, Simon et le reste de Thunder Pike sont contrariés, car c'était le pire résultat qu'ils aient eu depuis des années. Heureusement, ils ont pu sauver la vie de Jomi, mais les choses auraient pu très mal tourner.
confirmé, et Simon en rend Cork responsable. Le reste du groupe se joint à lui et commence à traiter Cork d'inutile pour ne pas avoir pu les sortir de ce pétrin. Mais Cork ne va pas les laisser lui mettre la faute dessus, car tout le monde sait que les loups redoutables traquent leur proie par l'odeur, donc c'est du bon sens d'acheter un répulsif pour Beth en préparation de la mission. La situation était clairement la faute du groupe pour ne pas être et correctement préparé. Mais Simon essaie de rejeter la faute sur Cork. Il soutient que si Cork connaissait le répulsif pour Beth, il aurait dû leur dire et va même jusqu'à prétendre que le fait que Jomi ait failli mourir est entièrement la faute de Cork pour ne pas avoir acheté de répulsif pour Beth pour tout le monde. Le niveau de manipulation est intense, mais heureusement, cela ne trompe pas Cork. Réalisant qu'il ne veut rien avoir à faire avec un groupe où personne ne prend la responsabilité de ses propres erreurs, il décide de quitter le groupe sur le champ. Yuka entend cela et il n'arrive pas à croire que Thunder Pike n'a toujours pas tiré de leçons de leurs erreurs. Mais cela ne le concerne plus. Il se retourne vers les filles et Marina dit à tout le monde ce qu'il devrait faire pour demain. Silk se souvient de quelque chose qu'Uka lui a dit une fois sur l'importance de prendre un jour de repos après chaque mission, alors elle suggère qu'il le fasse. Tout le monde est d'accord, et comme Uka va avoir un jour de congé, il décide de faire un peu de shopping. Il a besoin de faire le plein de potions et de parchemins, et il doit encore transformer ses cendres de morts vivants qu'il a obtenues en eau bénite, pour pouvoir reconstituer son stock. Il va être occupé pendant un moment, alors il suggère qu'ils se retrouvent tous ici après leur pause. À ce moment-là, Marina remarque que les moments forts de la diffusion du donjon du jour sont diffusés, et le combat d'Uka contre le crabe d'acier a pris la première place. Yuka est stupéfait car il n'a téléchargé les images que quelques heures auparavant, mais elles ont déjà attiré plus de 6000 spectateurs et le nombre continue d'augmenter. Les spectateurs sont fascinés par la façon dont quelqu'un avec un métier moins connu comme celui de mage rouge a pu vaincre un crabe d'acier sans même le toucher. Les commentateurs exhortent tout le monde à surveiller Yuka et son équipe, Clover laissant entendre qu'il pourrait potentiellement devenir la plus grande équipe d'aventuriers du monde. Simon et les autres membres de Thunder Pike voient également le stream d'Uka et ils sont tous incroyablement jaloux qu'Uka réussisse sans eux. Mais ils refusent toujours d'admettre qu'Uka aurait pu leur être plus utile qu'ils ne le pensaient. Thunder Pike sera toujours un groupe de haineux, mais il semble qu'il y ait en fait quelqu'un d'autre qui déteste Uka à distance et il semble furieux qu'Uka se sente à l'aise avec sa nouvelle équipe. Quelques jours plus tard, Uka se retrouve de retour à la guilde, scrutant le tableau d'affichage pour des quêtes qui pourraient convenir aux filles. Remarquant son indécision, la réceptionniste s'approche et demande si elle peut l'aider. Uka explique qu'il cherche des quêtes suffisamment simples pour un groupe de débutants mais offrant tout de même une récompense décente. La réceptionniste rit et lui dit qu'il est un peu trop optimiste. Une quête aussi parfaite n'existe pas vraiment. Cependant, compte tenu de sa situation, elle lui recommande une quête de rang C impliquant la collecte de pierres magiques dans la forêt du lac Horton. Uka pense que cela pourrait fonctionner, mais il est un peu curieux de savoir pourquoi la quête est de rang C, alors que récupérer des pierres magiques est habituellement de rang D. La réceptionniste explique qu'une grande bête magique a été aperçue près de la forêt, donc cette quête est légèrement plus dangereuse que d'habitude. Juste à ce moment-là, Marina entre dans la guilde et dès qu'elle entend le mot quête, elle crie immédiatement que leur groupe l'acceptera. Uka lui demande de le laisser au moins finir d'expliquer avant qu'elle n'accepte de faire la quête, mais Marina dit qu'elle n'a pas besoin de connaître les détails puisque si Uka pense qu'ils peuvent le faire, alors elle est sûre qu'ils y arriveront. Cela ne devrait pas être trop difficile de toute façon puisqu'elle et les autres ont déjà fait une quête dans cette forêt. Cependant, elle ne comprend pas pourquoi cette quête serait de rang C alors que toutes les autres quêtes sont de rang D. Uka prend alors la parole, expliquant que la quête est classée comme de rang C parce qu'une bête magique a récemment été aperçue dans la forêt. En entendant cela, les filles hésitent, se demandant si elles devraient finalement accepter la quête. Cependant, ils décident finalement de se lancer, en raisonnant que tant qu'Uka est avec eux, tout ira bien. Cela réglé, Uka leur demande de préparer leurs affaires et de le retrouver 1 heure plus tard à la diligence pour qu'ils puissent se rendre dans la forêt. Juste au moment où il termine, la réceptionniste revient avec le reçu de la quête, et quelque chose dans le timing semble un peu trop pratique. Uka se demande si la réceptionniste a orchestré ce résultat et elle ne nie pas y avoir contribué. Elle souligne que le stream qu'Uka a fait hier a obtenu plus de 10 000 vues, et maintenant tout le monde est impatient de voir ce qu'il fera ensuite. Embarrassé, Uka admet qu'il ne s'attendait pas à ce que son stream attire autant d'attention. Il ne voit aucun inconvénient à continuer de diffuser ses combats puisque cela attirera l'attention sur les filles et si elles trouvent cette bête magique, la voir en vidéo serait excellent pour les archives de la guilde. Pendant qu'Uka
Yuka parlait de tout cela, l'homme d'avant devient de plus en plus furieux. Alors qu'Uka quitte la guilde, l'homme le suit. Yuka se rend immédiatement compte qu'il est suivi puisque le type fait un travail terrible. Alors il se faufile dans une ruelle pour s'échapper. Il espérait semer son suiveur, mais pour un gros gars, il est assez rapide et rattrape Uka. Yuka lui demande s'il a affaire avec lui. Alors l'homme exige qu'Uka quitte Clover immédiatement. Uka dit évidemment que cela n'arrivera pas, surtout puisqu'il est le chef du groupe. L'homme n'arrive pas à croire que les filles ont fait d'Uka leur chef après seulement une journée ensemble, surtout quand il a supplié de rejoindre leur groupe d'innombrables fois pour être rejeté. Yuka comprend rapidement la situation. Ce type voulait clairement former un harem de jolies aventurières, mais Marina et les autres ont refusé de le laisser rejoindre. Maintenant, voir quelqu'un d'autre vivre son rêve l'a fait perdre son sang-froid. Frustré, l'homme dégaine son épée, menaçant d'attaquer à moins qu'Uka n'accepte de quitter le groupe des filles. Restant calme, Uka lance discrètement un piège à ses pieds et commence à s'éloigner. Fidèle à lui-même, l'homme tente de frapper Uka alors qu'il part, mais le piège s'active, le faisant glisser et tomber à plat sur le sol. Une fois qu'Uka monte dans la calèche, il raconte aux filles sa rencontre étrange. Elles reconnaissent le gars comme étant bestiaux et disent à Uka que le gars essaie de rejoindre leur groupe depuis si longtemps. Ils demandent si Uka va bien car ils détesteraient qu'il lui arrive quelque chose de mauvais à cause d'eux. Mais Uka les assure que ce n'est pas de leur faute. D'ailleurs, il a laissé ce type inconscient au milieu de la rue, donc ils peuvent simplement le signaler quand ils retourneront en ville. En attendant, avant d'arriver à destination, Uka veut revoir une dernière fois leur objectif de mission. Ils vont chercher 3 pierres magiques dans la forêt d'Orton, et comme les autres disent qu'ils sont déjà venus ici, il leur demande comment c'était quand ils sont arrivés. Selon Marina, ils étaient ici il y a 2 mois, mais maintenant qu'elle y pense, elle n'a rencontré aucun monstre. Après avoir entendu cela, Uka conclut que la bête magique devait déjà être dans la forêt il y a 2 mois. Il décide que s'il la rencontre, il diffusera le combat en direct. De cette façon, la guilde obtiendra des informations précieuses sur la créature. Et s'ils ne peuvent pas la vaincre, ils auront un moyen facile d'appeler des renforts. Une fois arrivé à la forêt, Uka commence le stream et le groupe commence à se frayer un chemin à travers le terrain dense. Uka choisit de prendre la position d'arrière-garde en raisonnant que les bêtes attaquent souvent par derrière. Inquiète, Marina demande s'il est vraiment sûr pour lui de rester à l'arrière, étant donné que c'est l'endroit le plus dangereux. Uka la rassure, expliquant qu'il a le pas clignotant pour s'échapper si les choses deviennent critiques et que ses vêtements sont équipés de statistiques de défense excellentes, lui permettant de prendre quelques coups avant de tomber. Ils atteignent bientôt la cascade où ils doivent récupérer la pierre magique. Mais juste avant d'y arriver, Uka dit à tout le monde d'attendre car il sent quelque chose venir. La bête magique se révèle enfin, mais toute la confiance qu'Uka avait plutôt disparaît car cette chose est un monstre de haut niveau qui se trouve habituellement seulement dans les parties les plus profondes du donjon, ces Zarnag. Les filles ne sont pas assez fortes pour gérer cette chose ou même survivre une minute contre elle. Alors Uka se met devant elle et dit à Silk de ramener les autres à la guilde des aventuriers et de demander du renfort pendant qu'il retient cette chose ici. Cependant, les filles savent qu'Uka n'a aucune chance contre cette chose non plus s'il se bat seul, alors elles refusent de le quitter, sinon il pourrait vraiment mourir. Uka ne peut pas contester leur détermination, alors il accepte de les laisser se battre à ses côtés et lance rapidement des sorts d'enchantement sur le groupe. Il prend la ligne de front avec Marina qui charge en premier. Cependant, le Zarnag la repousse sans effort comme si elle n'était rien. Uka tente d'utiliser ses effets de statue superposés sur la bête. Bien que cela parvienne à désorienter légèrement le Zarnag, cela ne lui inflige pas beaucoup de dégâts, le laissant avec peu d'options viables. N'ayant pas d'autre choix, Uka décide de tout miser sur un coup puissant. Cependant, il a besoin de temps pour lancer le sort, alors il demande à Marina de distraire le monstre. Marina accepte et s'approche du Zarnag, faisant de son mieux pour capter son attention tout en esquivant ses attaques. Quand elle est sur le point d'être attrapée, Silk et Rain interviennent avec leur magie pour l'aider, s'assurant qu'elle reste dans le combat assez longtemps pour qu'Uka termine son sort. Grâce à leur travail d'équipe, Uka a suffisamment de temps pour compléter le sort de niveau 5, un missile prismatique dévastateur. Une fois le sort entièrement chargé, il le lance directement sur le visage de la bête. Lorsque le missile prismatique frappe, il semble d'abord qu'il n'a pas eu beaucoup d'effet. Cependant, quelques instants plus tard, le monstre commence à cracher du sang, révélant qu'il a été gravement blessé. Rain enchaîne en lançant un sort de foudre de niveau 5, électrocutant la créature. Pendant qu'elle est paralysée, Uka ordonne à Marina de la décapiter.
Marina charge en avant, activant son épée magique, tandis qu'Yuka l'améliore avec un sort d'attaque critique. Grâce à cela, Marina parvient à séparer la tête du monstre de son corps d'un seul coup puissant. Maintenant que tout est enfin terminé, Yukka tombe à genoux de soulagement, submergé par le fait qu'ils ont réussi à abattre le monstre sans perdre personne. Pendant ce temps, en ville, les spectateurs regardant le flux sont tout aussi étonnés, particulièrement par le sort qu'Yukka a utilisé, car personne n'a jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Bien sûr, Simon regarde le flux et il n'a pas l'air très content. De retour dans la forêt, Uka se sent légèrement étourdi à cause de toute la mana qu'il a dépensée pendant le combat, mais dans l'ensemble, il est encore en bonne forme. Il est soulagé que tout se soit bien passé, bien qu'il sache que le combat était bien trop intense pour un groupe de débutants comme eux. La seule raison pour laquelle ils ont survécu était la pure chance. Il avertit les filles qu'il prévoit de les gronder plus tard pour leurs actions imprudentes, mais les filles rétorquent qu'Uka était tout aussi imprudent, se lançant seul dans la bataille et prêt à se sacrifier, et elles trouvent ce genre de comportement totalement inacceptable. Uka admet qu'il était effectivement prêt à se sacrifier. Alors, il propose un compromis, disant qu'ils pourront tous exprimer leurs griefs plus tard. Pour l'instant, ils devraient se nettoyer, car ils sont tous trempés de sueur, et Marina est encore couverte de sang de Zarnag. Pendant que les filles se baignent dans la rivière, Uka commence à installer le camp, et toute la situation rappelle de bons souvenirs d'il y a 6 mois. À l'époque, Uka était responsable de l'entraînement de l'équipe de Marina, et il était vraiment impressionné par la rapidité avec laquelle les filles s'adaptaient à la vie d'aventurière. Cependant, il y avait encore quelques domaines qui nécessitaient des améliorations. Marina avait tendance à être un peu maladroite, Silk était trop prudente, et Rain était extrêmement timide. Même ainsi, étant donné leur progrès, Uka leur aurait volontiers remis leur licence d'aventurier de Randé à ce moment-là si cela avait été sa décision. Plus tard dans la nuit, les filles avaient monté leur tente, rassemblé du bois de chauffage et placé des alarmes pour les alerter en cas d'attaque de monstres. En les regardant à l'époque, Uka ne pouvait s'empêcher de ressentir une fierté, convaincue qu'elles étaient destinées à devenir des aventurières exceptionnelles. Cependant, il n'aurait jamais deviné que quelques jours plus tard, ils finiraient par rejoindre leur groupe. Le groupe retourne à la guilde, où ils ont été convoqués pour rencontrer le maître de guilde, rendant les filles un peu anxieuses. Ils demandent à Uka si cela signifie qu'ils ont des ennuis, mais ils soupçonnent que la réunion concerne probablement le Zarnag qu'ils ont vaincu. Une mission de ce calibre aurait dû être classée en rang B, pourtant elle a été étrangement marquée comme rang D, donc il est clair qu'une enquête s'impose. À ce moment-là, le maître de guilde de Benwood entre dans la pièce et les filles, submergées par sa présence intimidante, se mettent immédiatement au garde à vous. Il s'approche de Yuka et exige une explication, mais Yuka sait qu'il n'a rien fait de mal. Il dit calmement à Benwood que tous les détails nécessaires étaient déjà inclus dans le rapport qu'il a soumis à la guilde. Benwood n'est pas satisfait du rapport objectif et insiste pour obtenir une explication détaillée. Cependant, avant de continuer, Yuka lui dit d'abandonner son attitude de dur à cuire parce que cela intimide les filles. Marina essaie d'intervenir, exhortant Yuka à ne pas parler si familièrement au maître de guilde étant donné sa puissance. Mais il s'avère que le maître de guilde a beaucoup de respect pour Yuka, donc il n'y a pas besoin de formalité entre eux. Benwood dit à tout le monde de s'asseoir. Bien qu'il sache déjà ce qui s'est passé dans la forêt, il est plus intéressé par les pensées de Yuka sur la situation. Yuka explique qu'il soupçonne que cela pourrait être le résultat d'un débordement qui a fait apparaître un monstre bien plus fort que d'habitude. Benwood est d'accord avec l'évaluation de Yuka et ordonne immédiatement à sa secrétaire de lancer une quête d'enquête d'urgence pour découvrir la cause. Yuka et Benwood comprennent clairement la gravité des débordements, mais Marina ne sait pas ce que cela signifie, alors elle demande à Yuka une explication. Yuka explique qu'un débordement est un phénomène déclenché par un catalyseur qui fait que des monstres d'un donjon se répandent dans le monde extérieur. Normalement, les monstres sont liés au donjon par le mana qui circule dans le sol, mais parfois, ces contraintes peuvent se briser, permettant aux monstres de s'échapper et de semer le chaos dans la région environnante. Cela pourrait également être un signe avant-coureur d'une potentielle ruée de donjons dans un avenir proche. Les filles connaissent bien les ruées de donjons et la dévastation qu'elles apportent, ravageant les villes comme un incendie. Si des monstres aussi puissants que ce Zarnag apparaissent déjà, cela signifie que le temps est compté.
Ben Wood est déterminé à mener une enquête approfondie pour protéger les gens, mais avant de continuer, il présente des excuses sincères aux filles pour les avoir exposées à un tel danger. Les filles assurent à Ben Wood qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser car elles s'en sont toutes sorties vivantes, bien qu'elles admettent que sans Yuka, elles n'auraient eu aucune chance. Cela dit, même si Yuka a porté une grande partie du fardeau, leur diffusion en direct a démontré que les filles sont des combattantes compétentes à part entière. En récompense de leur performance impressionnante contre les Zarnag, Ben Wood décide de les promouvoir toutes au rang C. La promotion, cependant, vient avec la condition que les filles aient l'assistance de Yuka, étant donné qu'il est rang A. Confus, Yuka fait remarquer qu'il est seulement rang B, mais c'est alors que Ben Wood l'informe qu'il est également promu. Tout le monde qui a regardé le live stream a été témoin du sort de missile prismatique de haut niveau qu'il a utilisé contre le Zarnag, ce qui montre clairement que Yuka mérite la promotion. À partir d'aujourd'hui, il est officiellement un aventurier de rang A. Ensuite, Yuka et les filles descendent pour boire un verre et se féliciter mutuellement pour leur promotion. Pendant qu'ils sont tous ensemble, Yuka sort le sac de pièces qu'il a reçu comme récompense pour leur quête et le donne à Silk pour qu'elle les compte. Silk ouvre le sac et elle est choquée car elle n'a jamais vu autant de pièces d'or au même endroit auparavant. Yuka explique que bien que la quête ait été initialement classée comme de rang D en raison de son niveau de difficulté, elle a finalement été traitée comme une quête de rang B. En conséquence, le paiement est nettement plus élevé qu'il ne l'aurait été selon le classement initial. Silk renverse toutes les pièces sur la table pour commencer à compter, mais elle remarque rapidement un morceau de papier au fond du sac avec le nom de Yuka dessus. Elle le lui tend et Yuka l'ouvre pour trouver une note de Ben Wood s'excusant pour tout ce que Yuka a dû endurer. Avec la note, il y a une pièce de platine incluse comme petit bonus pour Yuka. Étant donné que les pièces de platine sont incroyablement précieuses, Yuka décide de l'ajouter au fond du groupe. Une fois que Silk a fini de tout compter, elle annonce qu'ils ont maintenant assez d'argent pour acheter une maison. Maria est tellement excitée d'entendre cela qu'elle saute de joie et renverse accidentellement les pièces. Silk est contente qu'ils aient atteint leur objectif financier, mais elle se sent un peu mal à l'aise car la seule raison pour laquelle ils ont obtenu autant d'argent est grâce à Yuka. Bien que cela soit vrai, Yuka dit à Silk qu'elle n'a pas à le voir de cette façon. Ils l'ont fait chef de Clover et il est naturel pour un chef de faire tout ce qu'il faut pour aider le groupe. Ainsi, même s'il a joué un rôle majeur dans l'obtention de cet argent, il appartient toujours à tous. Le groupe continue de célébrer tard dans la nuit et à un moment donné, Ren se tourne vers Yuka et lui demande s'il a un rêve qu'il veut réaliser. La question prend Yuka par surprise, alors il demande s'il y a une raison particulière pour laquelle elle pose la question. Ren explique que grâce à Yuka, ils viennent d'atteindre leur objectif d'acheter une maison. Alors maintenant, elle veut savoir quel est son rêve pour qu'il puisse l'aider à le réaliser. Puisqu'elle a demandé, Yuka partage que son rêve est de conquérir les niveaux les plus profonds du donjon de l'obscurité achromatique. Dès que les filles entendent cela, elles recrachent leur boisson de surprise. Parce que le donjon est littéralement le plus dangereux qui existe. Il possède même une porte de l'abîme, un artefact connu pour être un passage direct vers le monde souterrain. Yuka dit que la porte de l'abîme est précisément la raison pour laquelle il veut conquérir l'obscurité achromatique. Ren lui demande s'il a l'intention de passer par la porte de l'abîme s'il l'atteint, mais Yuka explique qu'il veut juste voir à quoi ressemble le bord du monde. Yuka explique que son oncle a une fois tenté d'affronter le donjon de l'obscurité achromatique et a essayé d'atteindre la porte. Bien qu'il n'ait pas réussi, Yuka a raconté l'histoire si souvent enfant qu'il a fini par décider qu'il voulait essayer lui-même, même s'il sait que cela est peu probable. Marina adore l'idée du rêve de Yuka et suggère qu'ils s'aventurent tous ensemble dans l'obscurité achromatique pour l'aider à le réaliser. Yuka, cependant, souligne que ce n'est pas si simple. Le donjon est si dangereux que toute entrée nécessite l'approbation du gouvernement et seule une équipe de rang A peut obtenir une telle permission. Même ainsi, Rain pense que c'est une excellente idée et propose d'en faire le prochain grand objectif de leur groupe. Les autres sont entièrement d'accord, promettant de travailler dur pour aider Yuka à réaliser son rêve, bien qu'ils sachent que cela ne se produira pas de sitôt. Pendant ce temps, les streams de Clover gagnent en popularité chaque jour. Actuellement, ils diffusent un combat contre une main mort vivante et grâce à leur travail d'équipe impeccable, ils parviennent à la vaincre en utilisant un sort de foudre de Ren et un parchemin de pierre de Yuka. Cela conclut le stream, alors ils saluent leurs fans et tout le monde à la guilde
guilde les adore, sauf les membres de Thunder Pike qui détestent la popularité de Yuka. Barry pense que Yuka a l'air impressionnant seulement parce qu'il est dans une équipe de débutants, mais Simon a entendu dire que Yuka a récemment été promu au rang A, donc il pourrait être vraiment aussi bon. D'ailleurs, la popularité de Yuka n'est pas leur plus grande préoccupation en ce moment. Thunder Pike a du mal avec des échecs répétés dans leur quête dernièrement, et Simon pense que le problème vient de tous les nouveaux recrues qu'ils ont embauchés qui, selon ses mots, se révèlent toujours être des imbéciles incompétents. Aucun d'eux ne dure jamais plus d'une journée, mais cela ne pourrait pas être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur équipe. Sur le sujet de leur équipe, Simon demande pourquoi Jomi n'est pas là. Camilla répond en expliquant que Jomi n'était pas d'humeur à boire un verre. Simon est furieux, soulignant que depuis la mission où Jomi a été attaquée par un loup, elle ne cesse de ralentir l'équipe. Pendant ce temps, Jomi s'est enfermé dans sa chambre, regardant en boucle des vidéos du livestream de Yuka pendant des heures. Les autres membres de Thunder Pike commencent à réaliser que Yuka pourrait avoir été bien plus précieux pour l'équipe qu'ils ne le pensaient initialement. Depuis que Yuka est parti à cause de son faible salaire, ils se disent qu'ils pourraient lui offrir une part légèrement plus élevée pour le faire revenir. Et comme Jomi contribue à peine ces jours-ci, ils pourraient simplement réduire sa part à elle. Quelques heures plus tard, Yuka et les autres retournent à la guilde pour rapporter le succès de leur mission. Mais en arrivant à la porte d'entrée, ils trouvent Simon qui attend Yuka. Revoir Simon rend Yuka un peu en colère. Alors il dit aux filles de rentrer sans lui. Puis, il demande à Simon ce qu'il veut. Simon va droit au but et dit qu'il accorde à Yuka l'honneur de rejoindre Thunder Pike. Yuka n'en croit pas ses oreilles face aux absurdités que Simon vient de dire, mais Simon essaye de le manipuler en soulignant que le rêve de Yuka d'atteindre la porte de l'abîme n'est réalisable que s'il fait partie d'un groupe de rang A comme Thunder Pike. En plus de cela, Simon mentionne que depuis que Yuka est parti, l'équipe a du mal à terminer les quêtes. Simon affirme que c'est la responsabilité de Yuka de revenir et de régler la situation. Yuka entend tout ce que Simon a à dire, mais c'est dommage qu'il ne s'en soucie tout simplement pas. Bien qu'ils aient été amis d'enfance, cela ne signifie rien pour Yuka après tout le manque de respect que Simon lui a montré. Décidant qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec Simon, Yuka se retourne et entre à l'intérieur, laissant Simon faire face aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Bessio avait observé toute l'interaction et semble avoir une idée sinistre en tête. De retour à l'intérieur, Yuka retrouve les filles, qui demandent immédiatement des nouvelles du gars à l'extérieur. Yuka explique que c'était Simon, le chef de son ancien groupe. En entendant cela, Marina s'inquiète que Yuka puisse rejoindre Thunder Pike, mais Yuka la rassure, comme il l'a dit plus tôt, que rien sur Terre ne pourrait jamais le convaincre de retourner dans ce désastre de groupe. Mettons cela de côté, ils doivent encore signaler le succès de leur mission à la guilde. Alors, le groupe se dirige vers le comptoir de réception. Une fois cela réglé, ils prévoient de prendre quelques verres pour célébrer. Le lendemain, Yuka rassemble tout le monde pour une réunion afin d'informer les filles d'une quête qu'ils ont reçue. Marina, déjà impatiente et prête à partir, est rapidement informée par Yuka de s'asseoir et d'au moins écouter les détails de la quête d'abord. Il explique que leur groupe a été personnellement demandé par Ertes. Les filles sont stupéfaites, car Ertes est l'atelier le plus renommé du pays. En fait, l'arc de Silk a été fabriqué là-bas, ce qui est un grand honneur d'être spécifiquement choisi par eux. Cependant, les filles ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi Ertis choisirait spécifiquement Clover parmi tous les groupes. Yuka précise qu'Ertis lance une nouvelle ligne d'équipement pour femmes conçue pour être à la fois à la mode et protecteur. Essentiellement, ils veulent que Marina, Silk et Rain explorent un donjon en portant les nouvelles tenues pour promouvoir la marque. Marina n'en revient pas qu'elles vont vraiment être les égéries d'une entreprise aussi prestigieuse qu'Ertis, tandis que Silk et Rain ajustent déjà leurs cheveux en préparation. C'est une offre incroyable. Ils sont payés pour conquérir un donjon et peuvent même garder l'armure ensuite. Avec cela, ils disent à Yuka qu'ils acceptent l'offre et le groupe part bientôt pour le donjon des ruines d'Aion. Le jour de la quête arrive enfin. Yuka retrouve les filles à l'intérieur du donjon où elles ont déjà enfilé leur nouvel équipement Ertes. Il les complimente, disant qu'elles sont toutes adorables et ajoute qu'au-delà de l'apparence, l'équipement est très fonctionnel, ce qui en fait un choix parfait pour elles. Cependant, pour une raison quelconque, Ren semble être agacé par lui, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Alors que le groupe entre dans le donjon, Yuka explique qu'il est assez ancien et ne comporte que 4 étages. Cependant, tout en bas, il y a une entrée menant à un donjon séparé qu'ils doivent nettoyer pour atteindre l'entrée principale de ce deuxième donjon.
Yuka les informe qu'ils devront prendre les escaliers, mais ces escaliers sont extrêmement longs. En entendant cela, Marina suggère qu'au lieu de perdre du temps, ils pourraient simplement descendre en rappel au milieu avec une corde pour accélérer les choses. Yuka reconnaît que dans des circonstances normales, Marina aurait raison et beaucoup ont essayé cette approche auparavant. Cependant, il explique que ce donjon a un champ de distorsion qui empêche quiconque de s'écarter des chemins désignés. Il les avertit d'être prudents et d'éviter de se faire prendre dans le champ. Pendant ce temps, il ne peut s'empêcher de remarquer que Rain semble toujours contrariée, ce qui le pousse à demander s'il a fait quelque chose de mal. Rain reste silencieuse, mais les autres savent exactement pourquoi elle est agacée. Ils poussent Yuka, l'incitant à regarder de plus près la tenue de Rain. Yuka regarde Rain, essayant de voir s'il a manqué quelque chose, et c'est là qu'il remarque qu'elle a changé la couleur de son nœud ruban en bleu au lieu de rouge aujourd'hui. Rain était contrariée qu'il ne l'ait pas complimenté à ce sujet. Alors Yuka lui dit que ça lui va bien, et elle se sent beaucoup mieux. Le groupe descend ensuite au deuxième étage, où Yuka, utilisant sa lanterne, repère un piège devant. Il ordonne rapidement aux filles de reculer pendant qu'il s'en occupe. Sortant un long bâton, il tape soigneusement sur le piège, déclenchant une volée de lances qui jaillissent du sol, des murs et du plafond. Cela aurait été une terrible façon de rencontrer leur fin, mais maintenant que le piège a été déclenché, le chemin devrait être sûr pour qu'ils puissent avancer. Maintenant, ils doivent se faufiler soigneusement entre les lances. Alors qu'ils naviguent à travers les étroits passages, Yuka vérifie si quelqu'un a des difficultés. Heureusement, grâce à l'ajustement parfait de leur nouvelle armure, les filles parviennent à passer sans problème. Alors qu'ils avancent plus loin dans le couloir, Yuka sent soudain quelque chose devant et avertit rapidement les filles de se préparer au combat. Se retrouve soudain face à face avec la meute d'orques, et au moment où Silk les aperçoit, des générations de haine profondément enracinées refont surface dans son esprit. Yuka comprend que les orques sont les ennemis naturels des elfes, mais il exhorte Silk à rester calme pour ne pas agir imprudemment. Sa stratégie est de frapper d'abord avec une puissante magie, suivie de Marina qui les engage avec son épée, tandis que Silk fournit un soutien depuis l'arrière. Avec tout le monde clair sur le plan, Yuka lance ses sorts d'enchantement tandis que Rain commence à préparer une boule de feu. Une fois son sort prêt, elle le lance sur les orques, les enveloppant de flammes. Saisissant l'instant, Yuka enchaîne avec une explosion de rochers. Alors que les orques s'efforcent d'esquiver les débris volants, Silk tire un coup précis dans le cou de l'un d'eux, tandis qu'un autre est écrasé, ne laissant que deux restants. Marina se précipite alors que les deux derniers orques chargent, mais Yuka lance rapidement un sort de paralysie et de ralentissement, entravant leur mouvement. Profitant de cette ouverture, Marina tranche une reine en deux tandis que Silk tire un coup précis dans le cou de l'autre. Marina porte alors le coup de grâce en fendant la tête de l'orque en deux. Avec la bataille enfin terminée, Yuka s'approche des orques tombés pour récupérer les pierres magiques, puis se tourne vers Silk, lui demandant si elle s'est calmée maintenant. Silk s'excuse pour son emportement, mais elle ne peut s'empêcher d'être remplie de rage chaque fois qu'elle voit un orque. Yuka comprend qu'elle ne peut pas contrôler sa réaction face aux orques, car c'est simplement une partie de sa nature d'elfe. À ce moment-là, Marina s'approche d'Yuka et lui dit qu'elle vient de trouver quelque chose d'étrange sur le corps d'un des orques. Elle le lui remet, et après l'avoir examiné, Yuka le reconnaît comme un parchemin de mémorandum de révélation, un artefact capable de dévoiler des capacités cachées chez ceux qui l'utilisent. Il est inhabituel pour un orque de bas rang de posséder quelque chose comme ça, mais dans son état actuel endommagé, sa valeur est considérablement réduite. Cependant, plutôt que de le vendre, ce qui serait un gâchis, Yuka décide qu'il va le réparer et le faire utiliser par l'une des filles. Silk demande ce qui se passerait si l'une d'elles utilisait le parchemin, ce qui pousse Yuka à expliquer que cela débloquerait un talent caché. Par exemple, cela pourrait accorder un deuxième emploi ou peut-être une nouvelle compétence. En entendant cela, Rain et Silk conviennent qu'une fois le parchemin de révélation réparé, Marina devrait être celle qui l'utilise puisqu'elle n'a actuellement qu'un seul emploi. Marina hésite un peu à accepter car les mages épéistes sont rares et elle n'est pas sûre d'avoir le potentiel pour en devenir un. Cependant, Yuka pense que cela vaut la peine d'essayer de toute façon, car même si elle n'obtient pas un deuxième emploi, elle pourrait découvrir une sorte de capacité cachée. À ce moment-là, un coffre apparaît comme leur récompense pour avoir vaincu les orques. Après l'avoir ouvert, ils continuent jusqu'à atteindre la salle de repos entre les étages. À l'intérieur du coffre, ils trouvent un sac magique qui rend Rain folle de joie, surtout que tout le monde est d'accord pour qu'elle l'ait.
Les sacs magiques sont particulièrement utiles pour ceux qui ont des rôles de soutien, ce qui fait d'elle le choix idéal. Yuka note cependant que s'ils en trouvent un autre à l'avenir, il serait préférable que Silk l'ait, car cela lui permettrait de transporter plus de flèches. Une fois leur pause terminée, tout le monde se lève. Mais avant d'avancer, Uka décide d'évaluer les pertes et les gains de l'équipe. Il envisage d'utiliser un de ses parchemins, mais décide de ne pas le faire puisque ses niveaux de mana sont encore bons et que Marina se sent parfaitement bien. Silk a utilisé 5 flèches lors de la bataille avec les orques, mais il lui en reste encore 20. Quant à Rain, elle est prête à continuer. Avec tout le monde encore en bonne condition, ils descendent au 3e étage. Uka rappelle à tout le monde de rester en alerte maximale, car même si cet étage n'a pas de boss désigné, ils doivent être prêts à toute attaque potentielle. Il explique qu'il y avait autrefois une porte menant au donjon principal, la ville abandonnée. Mais il y a environ 10 ans, elle a mystérieusement disparu, permettant à quiconque d'entrer librement. Dans le passé, l'entrée était fortement gardée par plusieurs traqueurs d'ombre. D'après ce que sait Uka, ces créatures ressemblent à des mannequins noirs solides avec des yeux brillants. Cependant, elles n'ont pas été aperçues depuis des années, donc il n'y a aucune chance qu'ils en rencontrent une ici. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Cependant, il y a un mannequin noir aux yeux brillants qui les fixe de manière menaçante depuis le 3e étage. Marina demande s'ils doivent s'en inquiéter. Cette chose est définitivement un tracker d'ombre, et Yuka trouve incroyable qu'ils en voient réellement un ici. Alors, il s'assure que l'enregistreur en ait une bonne vue. Le tracker d'ombre peut sembler effrayant, mais ils n'ont pas à s'inquiéter pour l'instant. Puisque c'est au 3e étage, il n'y a aucun moyen qu'il puisse traverser le champ de distorsion. Cependant, le tracker d'ombre saute soudainement, traversant sans effort le champ de distorsion comme s'il n'existait pas. Il semble qu'il pourrait être en sérieux danger après tout. Uka ordonne immédiatement à tout le monde de se préparer au combat et sort un parchemin de multi-enchantement, renforçant les filles autant que possible. Mais malgré tous les renforts, le premier coup du tracker d'ombre met Marina à terre d'un seul coup. Rain se précipite rapidement aux côtés de Marina pour la soigner, tandis que Silk assure la couverture. Pourtant, Uka est encore sous le choc. Il n'arrive pas à croire que le tracker d'ombre ait brisé si facilement sa barrière multi-enchantement. Le tracker d'ombre prépare une autre attaque, ce qui pousse Uka à se précipiter en avant et à lancer une barrière de protection sur lui-même. Cependant, l'ombre le brise sans effort, amenant Uka à réaliser que ses attaques doivent être spécifiquement conçues pour percer les barrières. En ajustant sa stratégie, il lance ombre de clignotement sur lui-même, lui permettant d'éviter complètement les attaques et de s'approcher suffisamment pour frapper l'ombre par surprise. Mais alors qu'il est sur le point de porter un coup, l'ombre se retourne soudainement et contre-attaque avec une malédiction de magie noire, laissant Uka complètement immobilisé. Il semble qu'il n'y ait vraiment aucun moyen de le vaincre. L'ombre lance alors une autre malédiction, mais Rain parvient à la bloquer avec un bouclier sacré, tandis que Silk contre-attaque avec ses lianes de dryade. Alors que l'ombre est occupée, Rain essaie de soigner Uka comme elle l'a fait avec Marina. Mais à son horreur, elle découvre que Yuka ne respire pas. En même temps, l'ombre lacère Silk dans le dos et Marina parvient à la chasser, mais elle se déplace beaucoup trop vite pour qu'elle puisse la toucher. Ne voyant pas d'autre option, Rain décide de lancer un sort de grande envergure pour abattre l'ombre. Elle lance des graviers de glace, ciblant l'ennemi, mais avant que l'attaque ne puisse atteindre, l'ombre disparaît et réapparaît derrière eux, tailladant Marina et Rain dans le dos. Maintenant, toutes les filles sont gravement blessées, mais l'ombre n'en a pas fini. Il procède à la conjuration de dizaines de canons d'éclipse, les lançant directement sur le groupe. Cela aurait pu être leur fin, mais au dernier moment, Yuka revient, lançant un bouclier de lumière sur eux, juste à temps pour bloquer l'attaque. Il couvre le sol de 1000 sorts de pièges pour que l'ombre ne puisse pas s'échapper, puis il commence à lancer tous les effets de malus possibles qu'il peut incanter pour l'affaiblir, tout en lançant des améliorations sur les filles pour les soigner. Maintenant que les filles sont de nouveau en forme pour combattre, Silk enveloppe l'ombre dans ses lianes, accordant à Rain suffisamment de temps pour lancer son sort de mort-vivant pour effacer l'ombre. Avec la bataille enfin terminée, Marina, submergée de soulagement que Yuka soit toujours en vie, le serre dans ses bras dans une étreinte serrée. Cependant, Yuka fait rapidement remarquer que son étreinte est si forte qu'elle le rapproche dangereusement de la mort une fois de plus. Une fois que Marina le relâche, Yuka la remercie sincèrement, reconnaissant que si elle n'avait pas repéré le tracker de l'ombre à temps, ils auraient été pris par surprise, ce qui aurait signifié une mort certaine pour tout le groupe. Il se tourne ensuite vers Rain et lui demande son avis sur l'ombre.
Ren explique que bien qu'il soit mort-vivant, son mana était complètement erratique, donnant l'impression que son existence même était contre nature. De plus, il n'aurait pas dû pouvoir contourner le champ de distorsion, ce qui suggère fortement qu'il était le résultat d'un débordement de donjon. Elle demande ensuite à Yuka ce qu'il pense qu'il devrait faire ensuite puisqu'ils ont déjà atteint le dernier étage. Il propose qu'ils devraient au moins terminer leur quête avant de remonter. Dans ce cas, Marina demande s'ils devraient informer tout le monde du tracker d'ombre avec un stream, mais Yuka préfère ne pas le faire puisqu'il porte la ligne d'équipement non publiée des Earthies, donc il ne veut pas la montrer au public sans l'autorisation du client. Yuka suggère de terminer la quête rapidement pour pouvoir sortir de là. Il continue d'avancer, descendant le couloir jusqu'à atteindre la porte menant à la ville abandonnée. Selon la légende, des gens habitaient autrefois cet endroit il y a longtemps. Cependant, leur quête ne nécessite que d'atteindre la porte, pas d'y entrer. Alors, après l'avoir touché pour remplir les exigences de la mission, ils font demi-tour et commencent leur voyage de retour à la surface. Une fois de retour, Yuka soumet son rapport à la guilde. Une fois qu'il a terminé, il sort pour retrouver les filles qui l'attendaient. Silk demande immédiatement comment ça s'est passé et Yuka explique qu'il a soumis les enregistrements qu'ils ont faits et informé la guilde à propos du tracker d'ombre. Comme la guilde voudra probablement les interviewer à ce sujet plus tard, il suggère qu'ils prennent les 2 prochains jours de congé et restent dans la ville de Kalt pour se reposer. Irina adore l'idée et demande avec enthousiasme à Yuka s'il aimerait sortir avec eux tous. Silk, qui ne connaît pas bien la ville, espérait que Yuka pourrait lui faire visiter, tandis que Ren est impatient d'explorer et de voir tous les artefacts que la ville a à offrir. Ne voyant aucune raison de les refuser, Yuka accepte de passer la journée avec eux. Alors, tu veux la suite? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Assure-toi de t'abonner, de laisser un like et de commenter si tu veux une suite. Et regarde le prochain animé à l'écran.